Si je vous dis que l'armée américaine, dans les années 50, pouvait vous condamner à 10 ans de prison pour avoir parlé d'OVNI, que les services secrets ont lancé jusqu'à 46 programmes classifiés pour étudier l'antigravité, que des rapports font état de rencontres où les témoins ont été paralysés par des rayons lumineux, tu te dis que c'est de la science-fiction. Eh bien non, c'est le rapport de 1971 que les archives nationales australiennes ont mis en ligne en juillet 2021. Assieds-toi parce que ça va secouer. Bienvenue dans Phénomène. Nous l'évoquions dans la troisième partie de nos vidéos sur les États et les armées qui ont étudié le phénomène OVNI. Début juillet 2021, le département de la défense australienne a déclassifié un rapport exceptionnel sur les OVNI. Comme l'explique le rapport, l'Australie ne dispose pas de moyens nécessaires à la conduite d'une enquête. C'est pourquoi le rapport compile en réalité deux documents. L'un sur l'attitude des USA vis-à-vis du sujet, s'appuyant sur les rapports de Blue Book fermés l'année précédente, de la CIA à travers l'OSI et de discussions au Congrès. Le second document met en évidence des systèmes d'armement utilisés par les OVNI en se basant sur des cas issus du monde entier compilés en partie par J.L. Hynek et Jacques Vallée. Spooky. Ce rapport classifié pendant 50 ans présente l'état des lieux des connaissances de l'armée australienne sur le phénomène OVNI. Let's go! Déjà, on est plutôt satisfait. Si le document n'est pas dans la bibliographie de notre vidéo sur l'étude des OVNI par l'armée américaine, il vient conforter tout ce que nous y disons, du moins jusqu'à 1971. Mais revenons au rapport de la défense australienne. Dès l'introduction, il est fait état que le rapport vise à identifier des moyens pour reconnaître, anticiper, voire se défendre contre le phénomène OVNI. Le document reprend toutes les conclusions des projets Sign, Grudge ou Blue Book. On va pas revenir dessus, va jeter un coup d'œil à notre première vidéo sur les programmes qui étudient les OVNI pour tout savoir. Le lien est en description. Mais il est important de noter que l'armée australienne considère déjà que le phénomène est bien réel, contrairement à la version officielle de Blue Book. Le rapport expose comment l'armée américaine a organisé une campagne de ridiculisation pour que le public se détourne du sujet. Pourtant, en 1952, alors que le Capitole a été survolé par plusieurs OVNI, il rapporte qu'une partie de l'US Air Force y voyait le signe d'un rapprochement avec une civilisation extraterrestre. Dans une partie non révélée au public d'un rapport de Blue Book, les cas datant de 1947 à 1951 sont évoqués et ils pointent vers l'hypothèse extraterrestre. Si le rapport public explique qu'avec un observateur fiable, il pourrait identifier le phénomène, le diagramme suivant prouve le contraire. Dans ce premier document, il est également noté que l'OSI, l'Office of Science Intelligence, un bureau de la CIA, a également étudié les signalements d'OVNI au début des années 50, et qu'ils auraient incité à ce que le projet Blue Book devienne un projet de debunking, un projet de démystification. Le rapport indique qu'au début des années 50, dans l'armée américaine, parler des OVNI pouvait te faire condamner pour 1 à 10 ans de prison avec 10 000 $ d'amende, soit environ 100 000 $ d'aujourd'hui avec l'inflation. C'est pas un ticket de stationnement là. Perso, ça me fait penser qu'il y en a qui cherchent à couvrir un truc. Je dis ça. D'après le rapport, et donc l'armée australienne en 1971, les États-Unis, à travers la CIA, auraient étudié les moyens de propulsion des OVNI entre 1948 et 1952. Le rapport évoque également un projet de l'armée américaine, le Canadian Avro Saucer, dont un dessin publié en 1955 présente une soucoupe volante. Un point intéressant du rapport souligne que malgré une science encore peu développée sur le sujet, la CIA aurait financé des projets sur l'antigravité. Tous ces éléments poussent le secrétaire de la Air Force, D.A. Qualls, à penser avec conviction que les États-Unis devraient développer un appareil de type disque volant avec succès. Ok, on fait une pause là. Je répète. D'après ce rapport, l'Australie estime qu'en 1971, il est probable que l'armée américaine puisse développer un disque volant fonctionnant probablement avec un système d'antigravité. C'est pas de la science-fiction, mais une conviction pour l'auteur du rapport. Les USA auraient ainsi financé 6 projets au sein d'universités et d'agences de renseignement pour développer l'antigravité. Le rapport révèle que les projets ont été conduits par le Gravity Research Centers au sein de l'Institute for Advanced Study, au sein de l'Université de Princeton, l'Université de l'Indiana, le Purdue University Research Foundation, l'Université de Caroline du Nord et le fameux MIT, le Massachusetts Institute of Technology, à travers le Gravity Research Institute. Les scientifiques impliqués dans ces recherches étaient le top du top de la recherche scientifique, comme Taylor, de l'Université de Californie, Oppenheimer,
qui a travaillé sur la bombe nucléaire, Freeman Dyson ou encore Václav Lavitti qui a travaillé avec Einstein. On n'est pas sur des amateurs tout de même. Étonnant que les États-Unis n'en parlent pas, non? Mais ils ne se sont pas arrêtés à 6 programmes. Le rapport australien fait état de 46 projets, dont 33 sous la supervision de la US Air Force en 1966. Le document conclut que plutôt que de suivre les protocoles britanniques, l'Australie devrait étudier les sources de propulsion des ovnis, comme l'ont fait l'US Air Force et la CIA, mais qu'il serait utile d'inclure le public dans cette étude. Le document est suivi d'une annexe qui présente la chronologie de l'étude des ovnis. Ça aurait été bien pratique de l'avoir quand on faisait les premières vidéos. Ce document présente aussi bien cette chronologie du point de vue des États-Unis que de l'Australie et par extension du Royaume-Uni. Commonwealth oblige. Il y est rapporté qu'en 1948, c'est une situation de quasi-collision entre un appareil de l'armée et un ovni qui a lancé l'étude auprès du Air Technical Intelligence Center de l'armée américaine. On y apprend aussi que c'est en 1951 que l'armée anglaise rapporte son premier cas. On notera que la chronologie ne fait pas mention du Nouveau-Mexique, en juillet 1947. Dès l'introduction, il est indiqué que Jacques Vallée et Jay Hynek, via l'université de Northwestern, ont transmis leurs rapports qui ne sont qu'une fraction d'un phénomène largement non rapporté. Le rapport australien se base sur ces rapports pour identifier les systèmes d'armement qui équiperaient les ovnis. Ainsi, les pages 24 à 36 du rapport australien présentent différents cas et les conclusions possibles. Comme tu peux imaginer, on ne va pas passer chaque point en revue, mais en voilà quelques morceaux choisis. Tout d'abord, ce second document explique que les informations collectées suggèrent 3 types d'armement. Premièrement, un appareil pour interférer avec les circuits électriques. Deuxièmement, un appareil pour induire une paralysie. Troisièmement, un rayon de chaleur. Le rapport indique qu'il y a des preuves circonstancielles qui prouvent que ces armes ont été utilisées délibérément, même si c'était majoritairement dans le cadre d'une défense. Au-delà de l'armement, des informations sont incluses sur les effets résiduels des atterrissages d'objets et que ce sont ces effets résiduels qui offrent le plus grand potentiel d'études scientifiques à ce stade. Il y a ainsi toute une liste sur les nombreux cas rapportés où un ovni a interféré avec des circuits électriques ou mécaniques. Le plus souvent, ce sont des voitures qui, une fois survolées par un ovni, s'éteignent sans prévenir. Le rapport conclut que ces interférences sont probablement un effet secondaire du système de propulsion des ovnis. Les preuves indiquent un champ d'action jusqu'à 100 mètres. Néanmoins, certains cas sont plus étranges. Le cas 418 explique que des militaires et des civils ont signalé un objet en forme de sous-marin au niveau du sol avec une personne à côté de celui-ci. Quand une voiture s'est approchée de l'objet, un flash de lumière a été émis par ce dernier, coïncidant avec une panne des phares de la voiture. Ce sont ensuite les cas portant sur des interférences radio ou télévisuelles qui y sont évoqués. Plus rares, ce sont quand même 16 cas qui sont cités. On rappelle qu'on est en 1971, bien avant l'avènement de la télévision par satellite. On peut évoquer le cas 793 où un poste de télé est devenu flou. Les 2 témoins sont sortis dehors et ont alors vu un objet avec des lumières tournoyant pas très loin d'eux. Un nombre de cas bien plus important traite des paralysies et des phénomènes associés. Le rapport conclut qu'il y a probablement différentes causes pour les pertes de transmission et les paralysies, même si elles sont souvent coïncidentes. Apparemment, le rayon d'interférence produit un choc électrique ou une décharge, alors que le rayon paralysant produit une sensation de picotement comme s'il s'agissait d'un nombre important de petits chocs électriques. Oui, on parle bien d'un rayon paralysant, et oui, c'est bien dans le rapport de la Royal Australian Air Force daté de 1971. Tu veux en savoir plus sur cet appareil? Pas de souci. Un paragraphe détaille que le rayon paralysant provient d'un appareil tenu à la main, décrit soit comme un petit tube en métal, soit comme une lampe torche, ou une perceuse électrique, et même dans un cas, un tube de 60 cm de long et de 10 cm de diamètre. Le rapport évoque aussi les rayons sur l'objet, ou beam on craft, un rayon dirigé depuis l'objet avec un effet d'environ 100 mètres. La victime n'est paralysée que quand le rayon est actif et généralement elle ne reçoit pas de charge, comme dans les cas 144 et 333. Enfin, le rapport évoque un champ général. En gros, ils ne savent pas vraiment ce que c'est, mais il serait possible qu'à une certaine distance de l'objet, un intrus recevrait automatiquement cet effet. Le rapport conclut que la force de l'effet va progressivement, d'un chatouillement ou un grattement jusqu'à une paralysie ou une perte de conscience. Ouais, c'est pages 35 et 36 du rapport. Alors, on prend le rayon paralysant et on fait une pause pour récapituler. Le rapport conclut que les États-Unis ont étudié le sujet de manière bien plus sérieuse que ce que les rapports publics ne laissent penser, finançant jusqu'à 46 programmes sur l'antigravité, ce qui pousse les Australiens à penser que les Américains ont ou auront prochainement un véhicule de ce type.
Et ça, en 1971. Si le rapport prouve que le phénomène n'a jamais démontré d'agressivité ou d'hostilité, si ce n'est en situation de défense, de nombreux cas font état de technologies comme des rayons paralysants. Le reste du rapport contient différentes lettres sur le contenu du rapport, mais n'apporte pas grand-chose vis-à-vis de l'étude du phénomène, si ce n'est qu'ils n'avaient pas les moyens d'étudier. C'est là qu'on se dit qu'on a de la chance de s'intéresser à ce sujet en 2021. Pense à tous ceux qui s'y intéressent depuis 70 ans, ceux qui étudiaient le phénomène et qui sont morts sous le ridicule médiatique, alors qu'aujourd'hui, le discours a bien changé. Les États-Unis ont reconnu publiquement que les ovnis étaient réels, et quelques jours plus tard, ce rapport est déclassifié. Mais toi, t'en penses quoi ? Nous, on commence à croire que non seulement le phénomène est bien réel, comme l'a conclu le GEPAN, l'armée américaine, l'armée australienne et bien d'autres, mais aussi qu'il y a bien plus à savoir que les versions officielles sur ce sujet. Alors, penses-tu que l'on ait été visité par des extraterrestres ou qu'il s'agit de toute autre chose ? Donne-nous ton avis en commentaire, partage la vidéo et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et si tu veux nous donner un coup de main, rendez-vous sur notre Tipeee dont le lien est en description avec l'adresse vers le rapport hébergé sur les Archives nationales australiennes.